tous, c'est Calive. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo et j'ai décidé de vous parler de l'affaire Jean-François André. Cette histoire est une histoire vraie qui s'est déroulée en Auvergne-Rhône-Alpes et tout a débuté une après-midi le 8 août 2003, quand son corps est retrouvé à une dizaine de mètres de son domicile. Cette affaire a bouleversé toutes les villes et villages aux alentours car Jean-François André, de son surnom Lapi, était connu par tous les motards aux alentours. Avant d'aller plus loin sur le sujet, je tiens à vous dire que cette affaire au jour d'aujourd'hui est toujours non élucidée, mais vous allez voir que cette affaire a plein de rebondissements. Jean-François André naît le 23 juin 1961 à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Il achète sa première moto à ses 14 ans en 1975. Plus tard, en 1985, alors qu'il devient père, il décide d'ouvrir son bar situé au creux de la Chine. Il appellera ce bar le RN7 en référence à la Nationale 7 qui passe à côté. Il devient très rapidement populaire car Lapi, c'est quelqu'un qui organise énormément de rassemblements. D'ailleurs, il crée même son propre groupe de motards, le MC Drôme par la suite. Pour rentrer dans ce club, il faut être un homme, avoir une Harley Davidson et surtout leur devise, jurer secours et fidélité à tous les membres du club. Lapi est depuis toujours inspiré par les plus grands gangs de motards aux États-Unis. D'ailleurs, il passe la plupart de ses vacances là-bas. Les Hells Angels est l'un des clubs qui intéresse le plus Jean-François André. C'est un club qui a été créé en 1948 en Californie et connu après la Seconde Guerre mondiale comme étant des rescapés de la guerre. Le but principal de Lapi à ce moment-là est d'avoir une affiliation avec les Hells Angels, son gang favori. Donc il leur fait la demande et elle est acceptée en 1980. Le MC Drôme devient alors le club support des Hells Angels en France. Et Lapi décide même d'agrandir son territoire. À la fin des années 90, le territoire s'étendait du sud de Lyon jusqu'au nord de Marseille. Dans le club, Lapi était le seul à avoir une activité professionnelle. Les autres sont presque tous financièrement dépendants de Lapi. Il notait tout ce qu'il prêtait aux gens dans un petit carnet noir qu'il gardait toujours avec lui. Lapi organisait aussi souvent des vols, des cambriolages, etc. dans sa région, sur son territoire, pour ensuite les revendre. Il s'est souvent fait arrêter, mais jamais il se fera condamner. C'est en 1992 que Lapi rencontre Michel Djibasco. Ils deviennent rapidement amis, ils investissent dans des machines à sous ensemble dans des cafés. Ils se voyaient très souvent pour parler affaires. Et c'est en 1999 que les deux amis se séparent brutalement pour des raisons mystérieuses. Une personne proche de Lapi pense que Michel Djibasco aurait investi dans un trafic de drogue sur le territoire de Lapi, ce qui expliquerait pourquoi cette séparation brutale. Suite à tout ça, Lapi avait qu'une seule envie, se ranger, arrêter avec tout ce qui est illégal. Donc avec un ami à lui qui se surnomme le Vampire, ils investissent dans une salle à Saint-Vallier pour créer ce qui devait être le plus grand centre européen pour les bikers. Mais malheureusement, Lapi ne pourra organiser qu'un seul concert avant sa disparition. Jean-François André, voulant toujours aller plus loin, fait une demande officielle aux Hells Angels. Il veut que le MC Drôme devienne un club Hells Angels à part entière. La demande fut refusée. Un règlement de compte éclate alors entre les Hells Angels et Jean-François André. À la suite du refus des Hells Angels, Lapi tente de s'allier aux Outlaws, qui veut dire hors la loi en français, les ennemis numéro 1 des Hells Angels. Les Outlaws cherchaient justement à s'implanter en France, donc ils acceptent le 26 juillet 2003. 11 jours après, le 6 août 2003, Jean-François André boit un verre dans son bar avec des amis au creux de la Chine. À 22h30, il décide de rentrer chez lui, à Anneyron. Sa famille partit en vacances, personne ne l'attend à la maison. Normalement, les règles du club affirment qu'il doit se faire escorter jusqu'à chez lui par l'un des membres du club, mais ce soir-là, personne de disponible. De plus, ce soir il ne porte pas sa veste en Kevlar qui aurait dû le protéger des balles. C'est donc tout seul qu'il parcourt les 2 km entre son bar et sa maison sans son gilet pare-balles et sans savoir que quelqu'un l'attendait caché derrière le propre mur de chez lui. 9 balles sont tirées, dont une seule atteint Lapi. Il tombe de sa moto et l'assassin lui tire une seconde balle dans la tête pour en finir. Tombé dans un champ de maïs, le corps sera découvert que 2 jours plus tard. Selon l'enquête sur le meurtre de Jean-François André, tout tourne autour de 3 pistes. La première, sur un règlement de compte entre motards, le procureur de Valence note dans son rapport « Il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre bandes rivales de bikers. Les Outlaws étaient rivaux des Hells Angels, mais cette piste est rapidement mise de côté par les gendarmes. » La deuxième piste, assassinat commis par des proches, par sa famille ou même par son propre club. Lorsque Lapi a été retrouvé, il manquait un objet qui ne quittait jamais son petit cahier noir, où il notait tout ce qu'il prêtait aux gens. Ça,
plus le fait qu'il voulait arrêter l'illégalité, ce qui voulait aussi dire qu'il ne pourrait plus aider financièrement les gens de son club. De plus, le soir du meurtre, il ne portait pas son gilet pare-balles car sa confidente l'indienne devait coudre ses nouveaux écussons sur sa veste. L'indienne dit aussi que les seules personnes qui étaient au courant que Lapi ne portait pas sa veste doublée, c'était les gens les plus proches qui étaient au bar ce soir-là. Suite à ça, 17 personnes sont mises en garde à vue, mais la piste tombe à l'eau car 17 personnes ont un alibi. La troisième piste est Michel Djibako. Depuis la séparation en 1999, les deux ex-amis étaient devenus des ennemis et ça tout le monde l'avait remarqué. Le 30 juillet 2003, Michel Djibako mangeait dans un restaurant au creux de la Chine quand Lapi rentre dans le restaurant, tire en l'air et s'en prend verbalement à Michel et son ami Aldo. Ce soir-là, aucun blessé, mais la théorie d'un règlement de compte entre les deux est mise à l'écart. Michel Djibako dit avoir été dans un bar avec son beau-père. À ce moment-là, plus aucune piste jusqu'à qu'un appel anonyme parvienne aux gendarmes. Le tireur aurait les cheveux gris, coiffé en queue de cheval. Après plusieurs jours de recherche, les gendarmes trouvent la personne. Gérald Crouzet, un ami de Michel Djibako, ancien biker et collectionneur d'armes. Il est mis en garde à vue, une perquisition est faite chez lui pour trouver les potentielles armes du crime, mais rien. Sans nouvelles de l'enquête, c'est le 13 avril 2008 que Gérald Crouzet décède dans sa voiture sur la route de Arras-sur-Rhône. Des traces de sang sont présentes dans l'habitacle du véhicule, sur le siège passager, même à l'arrière du véhicule, mais pas sur le siège conducteur. Les secours affirment qu'il a eu une crise cardiaque et qu'il a fini sa route dans ce rocher. Par la suite, le 29 juillet 2008, Michel était à la terrasse du bar. Une moto avec deux hommes se gare sur le parking, sort un pistolet mitrailleur et tire 13 balles sur Michel Djibako. Il meurt sur le coup et cela fait énormément de bruit dans la région. Après ce meurtre, la mort de Gérald Crouzet est remise en cause. Une vérification sur le corps est faite afin de vérifier si les deux affaires sont liées. Le médecin découvre que Gérald Crouzet a été tué d'une balle dans la tête. Les deux assassinats sont donc bien liés. Les gendarmes vont s'intéresser au meilleur ami de Lapi, Honoré Sanki. Sorti de prison 15 jours avant la série de meurtres, il est placé en suspect numéro 1. Dès 2009, il est placé sous surveillance. Des micros sont installés dans sa voiture pour écouter ses discussions. Le 20 février 2009, Marc Nepozzi, mécanicien, bras droit de Michel Bako, est porté disparu. Peu après, Honoré Sanki dévoile dans sa voiture, avec une autre personne qui est encore inconnue, l'endroit où la police va retrouver le corps de la victime, près de la roche Péréandre, qui signifie la roche où a péri André. Honoré Sanki est arrêté pour 3 crimes, ceux de Gérard Crouzet, Michel Djibako et Marc Nepozzi. Le 28 mars, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Isère. Au suite de son comportement, il peut être libéré en ce moment même, c'est-à-dire en 2024. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est le meilleur moyen de savoir si le contenu vous plaît. On se retrouve très bientôt, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.